Rien, absolument rien ne vous prépare à Beckett. Pas même cette vidéo. En 1969, Samuel Beckett reçoit le prix Nobel de littérature. Le prix Nobel, c'est l'accomplissement, c'est la consécration de toute une vie d'écrivain. Eh bien pas pour Beckett, qui l'a vécu comme une catastrophe. C'est d'ailleurs son éditeur, Jérôme Lindon, qui allait chercher le prix pour lui, car il a refusé de se rendre à Stockholm. Il a qualifié ce jour de foutu jour, car pour lui, le jour de sa consécration faisait de son œuvre la proie de la recherche universitaire et donc de la quête de sens. Émile Cioran a d'ailleurs très justement dit « Samuel Beckett, prix Nobel. Quelle humiliation pour un homme si orgueilleux, la tristesse d'être compris. » Beckett n'a jamais donné d'interview en 20 ans, il a refusé de se faire photographier. Il disait que sa personne était sans intérêt et que c'était son œuvre qui comptait. Mais alors, quelle est l'œuvre de cet homme si étranger à la gloire ? On connaît surtout son théâtre, En attendant Godot, Fin de partie, Oh les beaux jours, qui sont des chefs-d'œuvre du théâtre de l'absurde. Mais dès que l'on lit ses romans, ses nouvelles, ses poèmes, l'absurde disparaît et une autre dimension de l'œuvre de Beckett apparaît. Une œuvre unique, étonnante, déroutante et parfois un peu hermétique. Prenons un petit texte surprenant qui s'appelle Le Dépeupleur. Un narrateur nous décrit ce qu'il appelle une navette, qui semble tout droit sortir d'une série de science-fiction. C'est un énorme cylindre de 244 mètres carrés, en rotation, baigné dans une lumière jaune qui semble venir de partout et de nulle part à la fois. C'est un monde clos, aux parois caoutchouteuses. C'est l'intérieur d'un cylindre surbaissé, ayant 50 mètres de pourtour et 16 de haut pour l'harmonie. Lumière, sa faiblesse, son jaune, son omniprésence comme si les quelques 80 000 cm² de surface totale émettaient chacun sa lueur. Le halètement qui l'agite. Il s'arrête de loin en loin, tel un souffle sur sa fin. Et dans ce monde vivent 244 individus, soit 1 par mètre carré. Et alors, que se passe-t-il ? Eh bien, comme souvent dans les textes de Beckett, pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de trame narrative, il y a certes un narrateur, une voix qui nous parle, qui dissèque ce lieu un peu étrange. Il nous décrit le peuple captif à l'intérieur de ce cylindre qui se divise en plusieurs catégories d'individus. On a les grimpeurs, ceux qui attendent pour monter aux échelles disposées sur les pourtours du cylindre pour se placer dans les niches qui jonchent justement les parois du cylindre. On a les chercheurs, ceux qui tournoient à l'intérieur à la recherche peut-être d'une trappe, et enfin on a ceux beaucoup moins nombreux qui sont des sortes de sédentaires victimes qui ont abandonné toute recherche et toute grimperie et qui ne font rien. Il y a quelque chose de très cinématographique dans la description très précise de ce lieu angoissant, un peu dantesque, régi par des codes très précis. Et en même temps, il n'y a pas de personnage à proprement parler, il n'y a pas de trame narrative classique. Le narrateur n'explique rien, il n'explique pas les raisons de la création de ce monde, ni même son but. Parce qu'il n'y en a pas. Et dans tous ses romans et ses nouvelles, Beckett ne laisse la place à aucune interprétation. Jamais. Il force le lecteur à accepter qu'il ne saura pas pourquoi. Et à se remettre en question et à se dire que peut-être pourquoi n'est pas la question à poser. Il nous met donc face à l'absence de sens et rejoint un peu Claude Simon qui disait « Le monde ne signifie rien, il est ». Le narrateur de Beckett nous présente un monde, il nous le livre, il nous le décrit, et c'est tout. Il n'y a pas de sens caché et il refuse même jusqu'à la métaphore en disant « Honni soit qui symbole y voit ». Il n'y a pas de transcendance, ça ne prouve rien, mais je ne veux rien prouver. Mais l'erreur serait alors de mettre Beckett dans la case nihiliste et de l'y ranger là. Certes, il n'y a pas de sens, mais il ne s'arrête pas à ce constat. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sens qu'il n'y a rien. Il y a, à minima, quelqu'un qui parle, donc une identité et une mémoire. Un des thèmes qui traverse l'œuvre de Beckett un peu comme une rengaine obsessionnelle est celui de l'identité. Les narrateurs personnages de Beckett sont avant tout caractérisés par leur voix, par le fait même qu'ils s'expriment, qu'ils disent des mots. Dans Compagnie, et ceci n'est pas une pub pour les éditions de Minuit, le roman s'ouvre ainsi. Une voix parvient à quelqu'un dans le noir. Imaginez, une voix parvient à quelqu'un sur le dos dans le noir. Le dos, pour ne nommer que lui, le lui dit. Et la façon dont change le noir quand il rouvre les yeux, et encore quand il les referme. Quelle est l'origine de cette voix ? Qui est cette personne sur le dos ? L'identité même du narrateur et de ce fait, la possibilité de l'existence d'un moi est remise en question. C'est comme si Beckett était resté des jours et des jours enfermé dans une chambre, dans le noir, à se laisser envahir par cette forme de néant pour aller aux limites de son esprit privé de sensations, et qui à la fois se remémore des bribes de souvenirs sans ordre précis et cherche à dire cette absence de sensations. Comme un voyage dans un esprit pur. Et ces personnages narrateurs sont dans un rapport problématique aux autres. Comment savoir si l'autre est une invention, une prolongation de soi-même ou un autre distinct de moi avec qui il va falloir parler, interagir ? Le tort qu'on a, c'est d'adresser la parole aux gens.
Ce sont des marginaux qui n'ont pas leur place dans un monde normal, car pour eux, rien n'est normal ni évident. Ils sont inadaptés dans le monde où le monde leur est inadapté. Et c'est aussi pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose ou qu'il n'y a pas vraiment d'action dans les romans de Beckett, parce que finalement les narrateurs personnages cherchent à s'extraire du monde. Et il y a donc une solitude fondamentale avec ce monde incompatible qui est vécu comme absolument non évident. Mais la solitude, si elle est irréconciliable, est aussi source de questionnement. Si je suis seule, comment savoir que c'est moi qui parle? Qu'est-ce qui m'assure que cette voix est la mienne? Il y a là une quête impossible du soi, de l'identité. Impossible, car celui qui cherche ne dispose pas des armes nécessaires pour appréhender sa propre identité. Il n'a aucune certitude sur rien. Et en lien direct avec cette notion d'identité, c'est l'immobilisme ou la recherche perpétuelle d'immobilisme des personnages. Dans l'Innommable, les corps sont figés et graduellement, les personnages ne ressemblent plus à rien d'humain. Ou des êtres étranges comme Maout qui est un homme tronc figé dans une jarre, ou encore Worm qui ne devient plus qu'une bouche, une tête et puis une oreille. Et le corps est presque une aberration en fait, presque quelque chose qui est subi par les personnages. Gilles Deleuze disait sur Malone meurt, le moi se décompose, puanteur et agonie comprise. Et ce que dit aussi clairement Beckett, c'est fini pour moi, je ne dirai plus je. Et pas seulement le corps, mais l'ensemble des sens et par extension tout ce qui est sensible, c'est-à-dire le monde qui nous entoure. Les personnages sont et ont des corps douloureux, débiles, grotesques. Dans Nouvelles et textes pour rien, dans la première nouvelle, le narrateur nous raconte sa manière de marcher totalement étrange. Je me mis en route. Quelle allure! Raideur des membres inférieurs, comme si la nature m'avait refusé des genoux. Écart extraordinaire des pieds de part et d'autre de l'axe de la marche. Le tronc, en revanche, comme par l'effet d'un mécanisme compensatoire, avait la mollesse d'un sac négligemment rempli de chiffres et ballotté éperdument selon les imprévisibles saccades du bassin. J'ai souvent essayé de corriger ces défauts, de raidir le buste, de fléchir le genou et de ramener les pieds les uns devant les autres, car j'en avais au moins 5 ou 6. Mais cela finissait toujours de la même manière, je veux dire par une perte d'équilibre, suivie d'une chute. Dans Le Dépeupleur, les corps sont desséchés et décrépits, pas du tout attirants. Ce dessèchement de l'enveloppe enlève à sa nudité une bonne partie de son charme en la rendant grise et transforme en un froissement d'ortie la succulence naturelle de chair contre chair. Il fait la part belle à une forme brute, presque brutale, de sensorialité. Beckett dit des choses très crûment et pousse finalement une forme de réalisme à son comble, parce que le corps est aussi cet ensemble de fonctions vitales décrites au vitriol, que ce soit l'action de déféquer, d'uriner, l'acte sexuel. Il y a une vraie fascination pour tout ce qui est corporel chez Beckett, et notamment dans la déjection. C'est quand même dingue, c'est un prix Nobel scatologique presque. Les narrateurs de Beckett aspirent passivement, à se débarrasser de la nécessité d'être un corps, et de la même, se départir de l'obligation de penser et donc d'être. On n'a pas l'impression de lire un projet conscient, défini, réfléchi à l'avance. Ça se crée, le texte se crée. Le texte se génère lui-même en suivant les inflexions de la pensée, de la mémoire, du ressenti. Et cela se retrouve dans des allusions constantes à un début, à un commencement ou à une fin, en sachant qu'on ne peut ni connaître le premier, ni planifier la seconde. Parler, il n'y a que ça, parler, sans vider, ici comme toujours, que ça. Mais ils tarissent, c'est vrai, ça change tout. Ils viennent mal, mauvais. Ou c'est la crainte d'arriver au dernier, d'avoir dit son compte, avant la fin. Non, car ce sera la fin du compte, pas sûr. Je ne pouvais pas rester là et je ne pouvais pas continuer. Comment continuer? Il ne me fallait pas commencer. Si, il le fallait. Je songeais faiblement et sans regret au récit que j'avais failli faire, récit à l'image de ma vie, je veux dire sans le courage de finir, ni la force de continuer. Et pourtant, le narrateur souhaite cette fin, il la désire, il souhaite que tout s'achève. Les êtres de Beckett sont condamnés à parler et en même temps souhaitent être délivrés de cette obligation de dire. Car que dire? À qui le dire? Comment le dire? Pour dire, ne faut-il pas avoir un certain degré de certitude? Dans le même noir ou dans un autre imaginant le tout, pour se tenir compagnie. Parole apparemment claire à première vue, mais sous l'œil qui s'y attarde, elle se trouble. Même plus l'œil s'y attarde, plus elle se trouble. Jusqu'à ce que l'œil se ferme et dégagé d'autant, la tête peut s'enquérir. Que cela veut-il dire? Informulable soubresaut de l'esprit, inapaisable. Ce sont des sortes de litanies autoréflexives où la voix,
n'est jamais dupe d'elle-même et de l'inanité de tout ce qu'elle peut dire. Pourquoi dire? Quel est ce langage qui m'est imposé, avec lequel je dois composer? D'où me viennent les mots? Le langage n'a rien d'évident. Les personnages se retrouvent donc face à l'échec de leur capacité à se représenter le monde et donc à dire ce monde. Beckett accepte cet échec et le met en pratique, parce que c'est le constat de cet échec qui génère le texte. Ce qui fait qu'on a parfois un langage qui frôle l'abstrait, qui semble non référentiel, qui chemine vers le silence. Beckett veut discréditer le langage, le malmener, le tuer. Deleuze parlait de l'épuisement du réel de l'œuvre de Beckett. Beckett démystifie toute littérature et ne se place dans aucune tradition littéraire. Le texte n'est pas rien, mais il a le rien comme sujet. Il veut dire le néant. Dans Compagnie, on retrouve régulièrement des injonctions à se taire, à arrêter de parler, avec des vite motus qui rythment le texte. Et qui le demande? Et qui demande qui le demande? Et répond, c'est qui qu'il soit, imagine le tout. Dans le même noir que sa créature, ou dans un autre, l'impensable ultime, innommable, toute dernière personne, je, vite motus. Se créant des chimères pour tempérer son néant, vite motus. Un temps et deux réchefs affolés, à part soi, vite, vite motus. Mais même se taire est impossible, tout n'a pas été dit et ne le sera jamais. Comment savoir quand la fin sera là? Comment savoir comment les derniers mots, les mots ultimes seront prononcés? Comment les reconnaître? Jusqu'à ce qu'enfin, tu entendes comme quoi les mots touchent à leur fin. Avec chaque mot, inane plus près du dernier. Et avec eux la fable d'un autre avec toi, dans le noir. Dans Nouvelles et textes pour rien, à un moment, le narrateur tente de parler, mais ne sort de sa bouche qu'un bruit inhumain qui n'a aucun sens, aucune signification. Une sorte de râle indescriptible qui n'a rien d'humain. On est alors face à l'inévidence fondamentale du fait même de penser et de parler. Et le langage est tellement questionné dans son essence qu'on se retrouve face à une contradiction fondamentale. Comment dire l'impossibilité de dire? Donc le texte que nous avons dans les mains, est-il lui-même un échec? Ou au contraire la réussite à dire cet échec? Ce que j'appelle les narrateurs-personnages de Beckett sont dans une dialectique complexe. Réduits à la parole, ils ne veulent pourtant pas dire. Et ils ont conscience de n'avoir pas prise sur ce qu'ils disent. Puisque je suis condamné à dire, je dois détruire ce langage qui me condamne. Il faut espérer que le temps viendra où la meilleure manière d'utiliser le langage sera de le malmener de la façon la plus efficace possible. Puisque nous ne pouvons pas le congédier d'un seul coup, au moins nous pouvons ne rien négliger qui puisse contribuer à son discrédit. Il y a une angoisse existentielle qui passe par la mise en péril du langage chez Beckett qu'on associe souvent à du pessimisme. Ce n'est pas du pessimisme, mais plutôt une autre manière d'appréhender le réel qui passe par une description. Ce n'est pas du pessimisme. Je n'arrive pas à le dire. Ah, c'est horrible. Ah ben, impossibilité à dire, voilà, on y Ouais, ça ne fera rire que moi. Ce n'est pas du pessimisme, mais plutôt une nouvelle manière d'appréhender la réalité qui passe par cette destruction inévitable et créatrice. Tuer le mot pour avoir mieux prise sur lui, pour pouvoir le façonner. Et donc la question fondamentale et sous-jacente est la suivante. Le narrateur veut-il tuer le langage pour détruire le moi, ou veut-il détruire le moi pour mieux détruire le langage? On ne peut pas dire que les romans et les nouvelles de Beckett relèvent de l'absurde, parce qu'il fait exister des mondes et crée des écosystèmes qui ont leurs propres règles, qui sont cohérents. Pour le narrateur, c'est vraiment une expérience qui passe par la perte des repères. C'est un ovni littéraire qui peut tout remettre en question, mais aussi qui peut laisser un peu indifférent et voire carrément ennuyé. Il faut être honnête sur l'œuvre de Beckett, je suis désolée. C'est pourquoi je vous conseille en priorité les nouvelles et textes pour rien. Donc c'est 2 recueils de nouvelles. Les nouvelles datent de 45 et les textes pour rien sont un peu plus tardifs, 1950. Ce sont des nouvelles, elles sont riches, elles sont diversifiées et elles permettent vraiment de plonger dans l'essence même de l'œuvre de Beckett. Aussi Compagnie, je vous conseille. Je vous conseille aussi, pourquoi pas, si vraiment ça vous fait peur parce que c'est un peu long. Il y a Premier Amour qui est tout petit, qui fait quoi, une 50aine de pages, format assez marrant d'ailleurs. Et puis L'Innommable, qui est sans doute, pour moi en tout cas, le chef-d'œuvre de Beckett. Rien que pour cette œuvre, ça explique pourquoi il a eu un prix Nobel. En fait. Je laisse ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est drôle, il y a une dimension dont j'ai pas parlé, j'avais pas le temps, mais qui est l'humour de Beckett et qui traverse son œuvre. Il dit lui-même en parlant de son roman What ? J'ai presque entièrement relu ce curieux ouvrage et pu constater à ma satisfaction que je n'y comprenais plus rien.
Mais ne vous arrêtez pas à ça, parce que effectivement, si rien ne vous prépare à Beckett, quelque chose de fascinant, il y a des fulgurances, il y a des émotions que seul lui crée, et ça, rien ne vous y prépare. Saviez-vous qu'à la question « Pourquoi écrivez-vous ?», Beckett a répondu « Parce que je ne suis bon qu'à ça ». Beckett, c'est presque plus un philosophe qui vit sa philosophie par l'écriture qu'un écrivain. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, pourquoi lire Beckett? Parce qu'il n'y a pas d'équivalent à Beckett dans la littérature. Il y en a juste pas. Personne n'est allé aussi loin que lui l'a fait, dans cette capacité à transcrire ou à retranscrire les mouvements de sa pensée, de la pensée, presque sans souci d'esthétisme, mais en faisant extrêmement attention à rester au plus près de la pureté originelle du ressenti. Comme disait James Knowlson dans son ouvrage sur Beckett, qui s'appelle d'ailleurs Beckett, lire les derniers textes de Beckett, c'est accepter de se retrouver au détour d'une page, ému jusqu'aux larmes, sans pouvoir expliquer pourquoi. Ou encore, pour conclure par Beckett lui-même, trouver une forme qui accommode le désordre. Telle est aujourd'hui la tâche de l'artiste. C'est tout pour Beckett. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était bien. C'est vrai que Beckett est l'un des écrivains que je préfère le plus au monde et que je trouve entouré d'une forme de snobisme qui lui-même était snob, mais comme il le dit lui-même, ce n'est pas qui il était qui importe. Marguerite Duras, par exemple, détestait Beckett. Elle le trouvait justement, elle trouvait sa posture en société absolument détestable. Et voilà, je voulais vous dire merci parce que ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'encouragement. De proches, mais pas seulement, par le marque-page, par l'homme littéraire aussi qui a découvert ma chaîne, et ça m'a fait très plaisir, et c'est très encourageant. Et puis surtout, dites-moi ce que vous pensez de Beckett, qu'est-ce que vous avez lu de lui, est-ce que ça vous a donné envie de lire? Et si oui, quoi? Je suis vraiment très très curieuse de parler d'un de mes auteurs préférés avec vous. Voilà!